Ok. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Je suis Morad Montazami, donc une des personnes qui composent le groupe de recherche autour de Zaya. Très heureux d'être avec vous pour cet après-midi. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, finalement, on a bien deux intervenants pour cette deuxième partie de l'après-midi, donc on est très content. Et on va commencer avec Estelle, qui est donc à ma gauche, et qui elle aussi fait partie du groupe Global Art Prospective. Estelle donc, est docteure en sciences politiques de Sciences Po Paris. Elle a soutenu sa thèse en novembre 2011. Son sujet de recherche portait sur l'art contemporain en Chine et la question de la modernité. Et ses principales publications se sont focalisées sur la construction de l'identité des artistes, l'évolution de la littérature critique chinoise et les mutations de la production artistique contemporaine à Pékin. Différents sujets dont elle s'est déjà entretenue avec nous au cours de nos réunions. Donc on est heureux de pouvoir maintenant passer aussi de la discussion entre nous à la discussion publique sur ces sujets-là et sur le terrain d'Estelle. Et donc son intervention s'intitule de la réforme, c'est ça ? C'est de la réforme, oui. De la réforme de l'éducation à la révolution, retour sur l'implication des revues dans le renouvellement artistique en Chine pendant l'entre-deux-guerres. Voilà. Donc tu Exactement. As 20 minutes. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous et merci d'être présent. Dans un premier temps, effectivement, sur cette question des revues en Chine au début du XXe siècle, je vous ai présenté là sur cette première image quelques repères historiques pour bien rappeler qu'à partir de 1912 et de l'abdication du dernier empereur, il y a cette question du renouvellement culturel et la façon dont on va dépasser ce sentiment de vide qui va être en jeu et qui va participer justement à l'essor des revues en Chine au début du XXe siècle. Ce qui va être un détonateur sur la multiplication des revues, ça va être le développement d'une politique universitaire qui va justement valoriser la publication de certaines revues qui ont à cœur de prendre en considération justement la question culturelle et la manière dont on veut sortir de ce qui est apparenté à une forme d'impasse. Et également sur la possibilité de pouvoir trouver un nouveau modèle culturel et d'expliquer un phénomène qui est celui d'un sentiment de retard pris par rapport à un certain nombre d'autres pays. Voilà pour brosser le contexte général, puisque la question des revues, au début des années 1910, va dans un premier temps s'articuler autour de la question de l'éducation artistique. Et c'est dans un second temps, et c'est justement le sujet que je voudrais aborder ici, parce que effectivement 20 minutes, je ne peux pas, contrairement à ce que je pensais, brosser un portrait plus large, de revenir sur la manière dont la question des revues a été un moyen de valoriser l'articulation entre art et révolution. Révolution pris au sens large, puisque effectivement il va y avoir cette question de la révolution en termes politiques, mais également de voir comment elle s'articule autour du renouvellement d'un point de vue formel. Donc c'est cet élément-là que je voudrais aborder aujourd'hui à travers la publication d'une revue qui s'appelle Nouvelle Jeunesse. Donc avec vous voyez qu'il y a marqué la jeunesse, donc là c'est un exemple de cette revue qui est publiée à partir de l'université de Pékin de Beida et qui va durer un certain nombre d'années, fonctionner pendant un certain nombre d'années et qui va accueillir des articles de différentes personnalités, que ce soit des personnalités du monde littéraire, mais également, et notamment Mao a publié un article dans Nouvelle Jeunesse sur le sport, mais également donc des écrivains et aussi des artistes.
donc convergence de tout un cercle d'intellectuels autour de cette revue, qui est importante également puisqu'elle va aussi donner la possibilité au futur fondateur du Parti communiste chinois, donc là dont je vous présente effectivement, comme ça ce sera plus facile pour le noter, qui s'appelle Chen Duxiu, de pouvoir revenir à partir de 1917, et c'est cet aspect-là que je voudrais aborder, puisqu'il va publier un texte qui s'intitule « La révolution dans les beaux-arts ». Donc de voir effectivement comment cette question de la révolution dans les beaux-arts va pouvoir émerger en Chine et mettre à jour une opposition entre deux manières de considérer les choses, puisque ce texte, qui est publié en janvier 1917, en fait, s'inscrit à la réponse d'un autre artiste qui s'appelle Lu Cheng, qui avait publié déjà un premier article un petit peu auparavant, qui s'intitulait également « La révolution dans les beaux-arts ». Et nous allons voir effectivement que l'on va valoriser deux visions différentes du renouvellement artistique en Chine. Lu Cheng, qui publie donc, comme je vous le disais, le premier article intitulé « De la révolution dans les beaux-arts », exprime le fait que les revues en Chine donnent la possibilité à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et là, je cite donc le début de l'article dans lequel il dit « J'espère que la revue Nouvelle Jeunesse pourra diffuser les débats sur la révolution dans les beaux-arts et, à travers l'exemple des dernières tendances élaborées dans les cercles de poésie futuriste, trouvera un des exemples les plus marquants. » À travers l'exemple de Lu Cheng, on voit bien que c'est tout le lien avec l'avant-garde européenne qui va être amenée à être valorisée. Et c'est intéressant parce que dans la manière dont Lu Cheng envisage une révolution dans les beaux-arts, il y a cette possibilité de faire des liens avec le futurisme italien, et puis il cite notamment Marinetti, mais également de le lier à une vision clairement marxiste qui vise à voir comment rejeter les valeurs esthétiques de la bourgeoisie chinoise, et notamment il s'attaque à toute la production à Shanghai, vous savez, de ces affiches publicitaires, et notamment avec les représentations de femmes langoureuses. Et c'est sur cette critique très sévère de cette production artistique ou publicitaire qu'il va vouloir dénoncer la manière dont il y a eu cette articulation entre l'art et le capitalisme. Ces propos sont ont clairement une teneur assez moraliste, puisqu'il dit que le fait qu'il y ait eu cet art commercial était exclusivement basé sur la part du gain, et la manière dont on peut s'extraire de cette production artistique doit donner naissance au retour à une posture éthique. Comment donner et considérer une nouvelle posture éthique? Eh bien, en tout cas, ça a dû être le cas aussi dans d'autres interventions, c'est en revenant sur l'évolution de l'histoire proprement chinoise, et de voir que Lu Cheng, notamment, valorise le fait de se retourner vers des formes artistiques anciennes, notamment celles du 7e siècle, qu'il considérait beaucoup plus en lien avec la question du réalisme. Le terme de réalisme est employé dans la théorie de l'art en Chine au début du XXe siècle pour reconsidérer la manière dont certaines dynasties ont renoncé à la question du réalisme
Et cette question du réalisme a perverti les pratiques artistiques qui étaient, de manière un peu caricaturale, fondées seulement sur le modèle de la copie, avec une absence de possibilité de pouvoir créer un renouvellement formel. La dynastie qui est la plus critiquée par les artistes, notamment au début du XXe siècle, c'est la dynastie Qing, qui marque une perversion dans les pratiques artistiques, et notamment des peintres qu'on appelle les 4 Wang, qui seraient le symbole absolu de cette déviance, et les termes qui sont employés, de l'art traditionnel chinois. Pour ce qui concerne donc Lu Cheng, je ne vous ai pas dit comment ça s'écrivait, c'est L-U avec, ça c'est Chen Duqiu sur le premier article, et Cheng c'est C-H-E-N-G. Donc artiste, c'était un artiste, peintre, qui avait été formé au Japon, et à travers la manière dont il envisage le renouvellement culturel en Chine dans cette revue Nouvelle Jeunesse, il y a toute cette influence des théories qu'il a pu connaître au Japon. Le Japon a été très important pour l'évolution des théories de l'art en Chine, puisque beaucoup d'artistes sont partis au Japon et ont pu, de cette manière-là, s'ouvrir aux théories de l'art et notamment au marxisme. Autrement, là, nous avons évoqué donc l'intervention et le texte de Lu Cheng. Maintenant, intéressons-nous à la réponse que Chen Duqiu est amené à faire à l'intervention de Lu Cheng, puisque nous avions mentionné que, comme point de départ, il créait un parallèle avec le futurisme italien. Chen Duqiu ne veut pas utiliser cette référence au futurisme italien, mais pour lui, il doit y avoir cette convocation exclusive de l'histoire de l'art en Chine, qui doit être amenée à être critiquée et envisagée d'une nouvelle manière. Lui aussi, comme Lu Cheng, va convoquer ce qu'il nomme, comme beaucoup d'autres artistes et critiques au début du XXe siècle, l'esprit du réalisme, afin de mettre à distance l'inactivité politique des peintres. Donc, dès la fin des années 1910, la question de l'implication des artistes au niveau politique est évidemment amenée à se poser et à créer des oppositions entre les artistes, puisque d'une manière assez nette et finalement assez tôt dans le temps, même si on peut, après, en affinant les recherches, s'apercevoir qu'il y a des positions intermédiaires, il y a cette perception du réalisme qui va aller à l'encontre d'une vision formaliste. En dehors, il me reste combien de temps? Je n'ai pas calculé, excuse-moi. Il me reste 10 minutes, donc c'est parfait. En dehors de cette question et des débats qui ont eu lieu dans Nouvelle Jeunesse, de s'apercevoir que les débats vont être amenés à évoluer dans les années 1920 vers une plus grande critique de l'avant-garde occidentale, et notamment à travers un artiste et un critique d'art et une personnalité qui organise des expositions, à savoir Xu Beihong. Là, je vous ai noté le nom sur le PowerPoint, qui est amené à avoir des propos directement critiques vis-à-vis de la déperdition de l'avant-garde européenne, en disant d'une manière directe que Manet est médiocre, Renoir vulgaire, Cézanne artificielle et Matisse inférieur, dans un texte lié à une revue qui s'intitule Exposition
et art. Et là encore, comme pour l'autre revue que je vous ai présentée auparavant, à savoir Nouvelle Jeunesse, il répond à un artiste qui avait valorisé un aspect très formaliste dans cette possibilité de renouveler l'art en Chine au début du XXe siècle. Donc cette question dans les revues de réponse à un article qui avait été publié auparavant est quelque chose d'assez courant et qui permet, à mon sens, de bien mesurer les clivages et de voir apparaître vraiment, surtout à la fin des années 1920, le fait que la situation chinoise est tellement particulière et difficile, puisqu'il y a alternance d'événements dramatiques entre les guerres civiles, les moments où il y a l'invasion japonaise, l'apparition auparavant aussi des divisions territoriales avec les généraux, tout cela effectivement crée une situation intérieure tellement difficile que les artistes n'auraient pas la possibilité de pouvoir s'adonner seulement à l'aspect formaliste, mais qu'ils doivent prendre en considération la question du contexte et de la spécificité du contexte de création. Ça, c'est l'un des axes aussi et qui va créer une ligne de partage de plus en plus franche entre les différents intervenants. Ça, c'est un aspect important dans la manière dont on est amené à envisager les choses en Chine. Et en tout cas, c'est le cas de Xu Beirong qui s'en prend évidemment à l'avant-gardisme occidental et qui va valoriser, et c'est là où les choses sont intéressantes, comme nous l'avions vu pour Chen Duxiu, la question du réalisme. Et où va-t-il puiser le réalisme dans la peinture académique française, puisqu'il a eu la possibilité d'aller étudier en France et que pour lui, c'est un modèle qu'il est essentiel d'apporter en Chine. Donc là, on retourne aussi à toutes les théories sur l'éducation et la manière dont l'enseignement va permettre de renouveler les pratiques artistiques. Et qui dit effectivement cette référence avec l'académisme français va dire qu'il va dénoncer, comme cette citation le met en évidence, toute une partie de l'évolution de l'art en France, et particulièrement donc Manet, Renoir, Cézanne. Alors ce rejet de Cézanne, on peut le rapprocher aussi avec le rejet dont il avait été l'objet, notamment en Allemagne. Il n'y a pas qu'en Chine que Cézanne a été rejeté, mais en tout cas il y a cette reprise de Cézanne que l'on qualifie comme artificielle. Évidemment, quand on parle aussi de critique de l'avant-garde parisienne, il y a cette critique aussi de tout le versant décoratif. Matisse, donc pas seulement en Chine, mais d'une manière générale, de voir comment le débat rebondit en Chine, est considéré par Xu Beirong du point de vue d'une peinture qui serait beaucoup trop décorative et qui ne tiendrait pas compte du contexte de création. Autre aspect des choses et qui va montrer une nouvelle manière d'envisager la création et l'évolution de la création en Chine à travers les revues, c'est qu'à partir du milieu des années 1920, il va y avoir tout l'intérêt à Shanghai autour de la gravure sur bois et la manière dont elle peut symboliser justement un compromis, entre guillemets,
dans la manière de prendre en considération l'évolution de l'art européen. Et c'est notamment un écrivain, Lu Xun, qui va initier de nouvelles revues, qui va organiser des stages consacrés à la gravure sur bois. Il va y avoir l'organisation de groupes à travers le pays, publication, là encore, de nombreuses revues consacrées aux gravures sur bois, qui doivent permettre justement de rendre accessibles des œuvres qui tiennent compte du contexte particulier à Shanghai et notamment du contexte de répression, notamment des révoltes ouvrières, pour que le message puisse être compris directement et valoriser ce qu'on appelle dans les cercles artistiques une culture visuelle directement accessible. Ce qui est intéressant, c'est que là, les passerelles, justement, et les effets de comparaison avec la gravure allemande jouent à plein dans cette histoire-là, et il y a des convergences, et cette volonté que voudrait Lu Xun de pouvoir s'appuyer sur une forme internationale, avec, en plus, ça tombe bien, des artistes qui étaient à gauche. Donc, possibilité, d'un point de vue formel et d'un point de vue politique, de pouvoir créer des liens à un niveau plus international, en jouant effectivement pas seulement sur une nouvelle manière de pouvoir transformer la peinture lettrée chinoise, mais que l'apparition justement de la figure de l'intellectuel en Chine est partie prenante aussi d'une manière dont il est en lien avec d'autres courants et d'autres mouvements au niveau international. Et ça me paraît vraiment essentiel de pouvoir tenir compte de cette dimension-là. De voir également, pour terminer, donc sur une œuvre emblématique de Li Hua, qui symbolise la Chine et la question des entraves, mais vous avez vu que le personnage tient un couteau, donc on peut envisager qu'il va être amené à pouvoir se libérer, que les références à la gravure sur bois, non seulement elles ont ce lien au niveau international, à travers des figures, notamment Kate Kollwitz, Franz Maserel, mais aussi de bien percevoir qu'il y a malgré tout l'héritage de la gravure sur bois et son développement en Chine depuis la dynastie des Tang. Du coup, c'est une manière de pouvoir, là, terminer sur un terme qui me paraît important sur l'histoire de la gravure sur bois, de jouer sur cet effet de réconciliation entre des choses qui étaient jusque-là opposées. Pour terminer aussi par une ouverture au niveau chronologique, parce que j'avais évoqué ça quand j'étais intervenue dans le cadre du séminaire, la gravure sur bois est considérée maintenant en Chine et valorisée comme le premier mouvement d'avant-garde. Puisque, comme vous le savez, avant, effectivement, c'est à la mort de Mao qu'on pouvait effectivement dire qu'il y avait eu le développement de pratiques artistiques avant-gardistes en Chine, et qu'au fur et à mesure que l'historiographie et que l'histoire de l'art en Chine est amenée à s'écrire, il y a cette volonté de revenir de plus en plus en arrière, et notamment avant l'arrivée de Mao au pouvoir. Et c'est pour ça que la question de la gravure sur bois est intéressante, puisque, justement, elle offre une alternative à d'autres types de modernité, sans être en lien seulement avec les pratiques internationales ou sans être en lien seulement avec l'histoire de l'art en Chine.
Donc voilà une nouvelle manière de considérer les choses, même si certains historiens de l'art sont critiques sur la gravure sur bois comme début de l'avant-garde en Chine. Est-ce que j'ai tenu 20 minutes ? Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle pour ton intervention très riche qui a le mérite aussi de rééquilibrer un petit peu le regard de l'histoire culturelle avec l'histoire de l'art. Et ça, parfois, on oublie alors qu'on en a besoin. On oublie qu'il y a des formes derrière. En tout cas, que les formes et les discours se nourrissent mutuellement. Donc, c'était très intéressant pour ça. Bon, il y aurait beaucoup de questions à poser, mais est-ce que cette histoire de confrontation entre les notions de réalisme et formalisme, est-ce que c'est un débat qui permet de se débarrasser du débat entre abstrait et figuratif, ou est-ce que ça reprend et ça relance le débat entre abstrait et figuratif, ou est-ce que c'est plutôt le contre-jour de cette discussion-là ? En fait, le débat sur abstrait et figuratif va être englobé par des considérations justement d'implication politique, comme d'autres pays, à partir du moment où l'artiste qui va s'intéresser aux questions purement formelles va être critiqué assez rapidement parce qu'il manquerait d'implication justement en termes de révolution politique et pas seulement d'envisager les choses sur une révolution au niveau formel. Et d'ailleurs aussi sur cette histoire de la gravure sur bois, aussi très intéressant comment tu la présentes, la gravure sur bois comme un espace d'interface finalement entre ces différentes approches et même entre le local et le global d'une certaine manière. Donc là, j'imagine il y aurait des choses à analyser dans l'objet même de la revue sur comment la gravure aussi se prête à la publication dans une revue. Oui, parce que esthétiquement, visuellement, les contrastes offerts par la gravure pour l'objet revu, ça aussi j'imagine qu'il y aurait. Parce qu'il y a aussi ce choix de la gravure sur bois parce qu'elle n'est pas coûteuse. Ouais. Et que les revues aussi peuvent être facilement diffusées. Et particulièrement à partir de 1937, où il y a à nouveau une nouvelle invasion japonaise, c'est particulièrement important de pouvoir faire circuler des documents, des revues en lien avec ce thème-là bien précisément. Il y a eu beaucoup de gravures, de textes autour effectivement de l'invasion japonaise, puisqu'on joue sur le sentiment malgré tout patriotique. Parfait, merci beaucoup. On reprendra toutes ces questions après la dernière intervention, j'espère, puisqu'il y a déjà des liens qui se tissent de manière évidente entre les différentes interventions. Vous avez certainement remarqué que Marinetti est partout, donc comme figure de repousse, l'Allemagne aussi effectivement. Mais donc il y a certainement une piste à développer autour du Marinetti réapproprié d'Asie, en Afrique, en Amérique latine, comme figure de repoussoir ou de prise de position, tout simplement. Je ne sais pas si Didier parlera de Marinetti, mais je sais que Marinetti, tu aurais pu, parce qu'il a quand même joué un rôle à un moment donné, encore une fois, de repoussoir dans les interventions de George Henine et des groupes surréalistes égyptiens. Alors, je présente très rapidement Didier Monciot, que j'avais pensé personnellement inviter à cette journée après l'avoir rencontré dans un colloque au Caire. Donc, je suis vraiment très, très heureux de sa présence. Je le remercie d'être parmi nous. Donc Didier Monciot est membre du comité de rédaction des cahiers d'histoire, revue d'histoire critique. Il est aussi chercheur associé au GREMAMO, groupe de recherche sur le Maghreb et le Moyen-Orient, Université Paris 7. Alors ces centres d'intérêt se cristallisent autour de l'histoire et des trajectoires, des groupements et groupuscules plus ou moins interlopes, plus ou moins identifiés, que ce soit des groupements politiques, artistiques, voire même des syndicats. Donc dans l'Égypte des années 30, 40 et même au-delà. Enfin, Didier s'intéresse aussi à la situation politique du Moyen-Orient contemporain. Je tiens à dire aussi qu'à travers son intervention d'aujourd'hui, qui ne va pas parler d'une seule revue, mais qui va traverser différents
axes de pratiques éditoriales en Égypte, donc dans l'entre-deux-guerres, que ce soit du côté plus progressiste selon les termes ou du côté plus cosmopolite ou syndicaliste. Je crois qu'il va faire l'effort de traverser toutes ces contrées en 20 minutes. Toujours est-il que ça va recouper des choses que vous aurez entendues ou que vous aurez vues dans l'exposition Le surréalisme en Égypte au Centre Pompidou. Donc ça va faire écho, en tout cas pour une partie, à des choses que vous avez vues dans cette exposition-là. Didier, évidemment, aurait des choses à dire et à redire, sans doute, sur la chronologie ou l'organisation des données dans cette exposition du Centre Pompidou, mais ça, c'est peut-être pour un autre débat. Et donc, je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Didier. Ça va? Est-ce qu'il marche? Ah bon. Non, il marche. On va voir, je le rapproche. Je le monte un peu. Ça va comme ça? Bien, je voulais remercier les organisateurs et en particulier Morad pour m'avoir proposé cette participation au colloque. Alors bon, ça sera très compliqué en... C'est mieux celui-là? Excusez-moi. Carrément. On est un chanteur là. Pourtant, je n'ai pas de voix. Mais donc l'idée, c'est, je voulais remercier pour l'invitation. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre avec autant de finesse aux attentes, mais je vais essayer de parler et d'évoquer des expériences de revues critiques, radicales ou progressistes. Alors, pour faire un pied de nez à Morad, je n'emploierai pas le terme groupuscule parce que c'est déjà un peu dépréciatif. Et pour avoir côtoyé certains des acteurs qui, malheureusement, maintenant, la plupart nous ont quittés, je pense qu'ils auraient été assez mécontents qu'on les qualifie de membres de groupuscules. Mais non, c'est quand même vrai que ça va faire référence, à part un cas, ou peut-être deux, à quand même des revues éphémères, de ce qu'on appellerait des petites revues, petites par la durée de vie, petites par l'audience, petites par la diffusion. Mais si on s'y intéresse un petit peu, et c'est pour ça que dans ma dernière partie, je voulais aborder les enjeux de telles études sur quand on s'intéresse à la politique de la marge ou des phénomènes minoritaires, ça pose un certain nombre de questions. Alors moi, j'aime bien commencer souvent par des grosses introductions sur l'histoire de l'Égypte pour resituer les choses. Alors je vais le faire très rapidement, à coup de serpe. Il faut savoir que l'Égypte des années 30, c'est l'Égypte qui n'existe plus aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait que 16 ou 19 millions d'habitants, aujourd'hui il y en a 95, que l'expérience nassérienne est passée par là, que la vague islamiste qui ressurgit à partir de 67, pour aller vite, même si ça a beaucoup modifié les choses. En tout cas, c'est une société qui est en mutation, en bouillonnement, politique, social, culturel, urbain, on va dire, d'accord ? Et on peut dire que, je ne vais pas entrer dans tous les débats historiographiques, mais depuis l'invasion française de 1798, ce qu'on appelle en France l'expédition d'Égypte, la France a une propension pour nommer les choses d'une autre façon. C'est-à-dire l'expédition d'Égypte, c'est d'abord une invasion, comme l'opération de Suez, c'est d'abord une agression tripartite en 1956, qui par ailleurs a scellé le destin malheureusement au cosmopolitisme et à la francophonie en Égypte. Mais ça, c'est un autre débat. Donc entre ça, plus la prise du pouvoir par un officier ottoman qui va assurer le maintien de sa famille au pouvoir dans un cadre ottoman très autonomisé, j'aime bien les jeux de mots, donc va faire que l'Égypte va se retrouver en situation de transformation. Expérience de développement autonome, je ne dirais pas autochtone, pour ne pas revenir au débat sur indigène autochtone, qui même s'il est écrasé ou tué dans l'œuf en 1840 par les puissances européennes, de peur de voir une puissance nouvelle émerger dans la région, va quand même entraîner un changement très important dans l'Égypte en termes de rôle de l'État, de production économique et surtout et aussi dans la vie politique et culturelle par les traductions, par les productions. On va voir s'exprimer différentes sensibilités, des sensibilités qui vont voir apparaître le nationalisme égyptien, qu'on pourrait qualifier de patriotisme local, des formes de panislamisme, des formes de panarabisme, et en tout cas un bouillonnement politique et culturel qui va s'exprimer avec
la question de quel projet pour l'Égypte, au pluriel, dans un contexte où on est dans une confrontation avec l'Europe, à partir du moment où l'Égypte est en décrochage par rapport à l'Europe, technologique, commercial, économique, et en plus, à partir des années 1882, on va dire, avec l'arrivée des Britanniques, dans un rapport inégal de domination, puisque ça sera la domination coloniale. Et dans ce cadre-là, on a toute une série d'activités politiques, culturelles et sociales, des clubs, des associations, et les journaux participent de cette vie-là. Journaux, revues, et très souvent, même en arabe, on a du mal à dénommer les choses, puisqu'on peut dire Gerida, on peut dire Magalla. Alors, j'ai dit Gerida, c'est plutôt journal, Magalla, c'est plutôt revue, mais des fois, il y a des revues qui ressemblent à des journaux, il y a des journaux qui ressemblent à des revues. Donc, ça serait toute une histoire à travailler. En tout cas, on est dans cette situation-là. Pour aller vite, les journaux, un champ de la presse va se mettre en place. D'abord, c'est l'État qui a l'initiative de ça, à travers le journal officiel. Puis ensuite, il y aura le long et douloureux et compliqué cheminement vers une presse ou des presses indépendantes, dans lequel il y a des particularités liées à l'Égypte. Alors, l'Égypte du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il y avait un diplomate français qui habitait à Alexandrie qui avait appelé ça le Klondike sur le Nil. Klondike, vous savez, la ruée vers l'or du Canada. Vous relisez Jack London et compagnie, ou même on pourrait voir la ruée vers l'or de Blaise Cendrars pour la Californie. C'est un pays d'Eldorado qui attire beaucoup de gens. Et on a une société où il y a énormément d'Européens qui partent là-bas, des Italiens, des Grecs, alors ça c'est plus ancien, mais aussi des Européens, Anglais, Belges, Français, vous connaissez le baron en pain, etc. Des bons et des moins bons, des aventuriers et des créateurs, enfin il y a un peu de tout. Certains vieux Égyptiens vous disaient que l'exportation n'était pas forcément des meilleurs produits, mais il y avait quand même du bon dans cet ensemble. Et vous avez ce changement avec, pour le rôle de la presse, quelque chose d'étonnant, c'est des Syro-Libanais qui vont migrer au XIXe siècle, mais ça a commencé avant, et qui vont jouer un rôle très important dans la traduction, dans les écoles, et dans l'établissement de journaux et de revues et de vrais groupes de presse, souvent familiaux, qui vont jouer un rôle très important dans l'histoire politique et intellectuelle de la région. Là, je vais vraiment à coup de sabre, mais ça serait très intéressant à étudier. Et dans ce contexte-là, les questions de société et les questions de la domination, c'est-à-dire la question de quel avenir pour l'Égypte par rapport à l'indépendance et par rapport à ses projets de société, ça participe du bouillonnement intellectuel et des débats. Pour aller vite, je vais jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc là je vais vraiment à coup de grande serpe. Au sortir de la Première Guerre mondiale, on est dans ce moment de ce qu'on a appelé le mouvement wilsonien, où les gens de la région Méditerranée et du Proche-Orient, et notamment les provinces arabes de l'Empire ottoman, espèrent, suite aux promesses du président Wilson, que la question des colonies va être abordée, évidemment réglée. Vous savez ce qui est advenu. En tout cas, dans le cadre égyptien, des notables, qui n'étaient pas des véhéments ou des jusqu'au-boutistes, qui étaient plutôt des acteurs de la vie locale en bonne intelligence avec la puissance coloniale, des juges, des avocats, etc., se présentent auprès des Britanniques pour vouloir participer à la conférence de Versailles en délégation, et ils sont éconduits, et ça donnera naissance au principal courant politique jusqu'aux années 50 qui s'appelle le WAFT. Et dans ce cadre-là, la politique britannique de fermeture va engendrer ce qu'on appelle dans l'historiographie égyptienne la révolution de 1919, un énorme mouvement de mobilisation politique mais aussi sociale, qui fait que les Anglais vont se retrouver obligés de reculer et d'accorder une indépendance limitée à partir de 1922, ce qui va donner naissance à une expérience assez originale qu'on appelle l'expérience dite libérale, avec une monarchie constitutionnelle, un parlement, des élections, un roi, et une constitution dite de 1923, cette expérience-là va être considérée comme l'expérience la plus ouverte de la vie politique et culturelle. Alors, ça reparaît régulièrement. Après le 25 janvier 2011, il y a eu pas mal de débats sur les constitutions, la constitution en Égypte, et 1923 faisait référence. En tout cas, on a cette expérience-là qui commence, qui est très intéressante, mais qui a aussi ses limites. Et les limites vont s'exprimer très rapidement en termes de verrouillage politique, élitisme, aveuglement ou myopie, ça dépend dans quel cas on se place, des élites par rapport aux questions de société, ce qui fait qu'à partir du début des années 30, mais à la fin des années 20, très vite, pour des histoires d'exclusion du principal courant majoritaire du pouvoir,
refus de prendre en compte les questions sociales et avec un certain nombre de réformes ou de législation. Il y a un essoufflement de l'aura ou de la crédibilité de l'expérience libérale dans un contexte où on a la crise de 29 qui va commencer à faire ses effets. Et on a aussi la montée des périls, avec la montée de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Pour la région, ça n'est pas des mots, puisque je vous rappelle que la Libye est attaquée par l'Italie et que l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Abyssinie, est aussi attaquée par l'Italie. Et je vous rappelle que pour l'Égypte, la vallée du Nil, les eaux du Nil et ensuite la question des Coptes avec l'Éthiopie font que c'est des questions d'actualité, sans parler des effets locaux où il y a une communauté italienne, où il y a la diplomatie italienne, ou peut-être même un Marinetti qui vient au Caire, le Marinetti, pas le premier jeune Marinetti futuriste, mais le Marinetti devenu apologue du régime de Mussolini, qui se retrouvera pris à partie, etc. En tout cas, on a cette situation-là qui fait que l'expérience libérale s'épuise et de nouvelles formes de contestation, de critique politique vont s'exprimer. Alors, pour se focaliser sur les expériences de gauche, c'est prendre un bout de la comète et ne pas négliger le fait que dans les années 30, d'autres courants politiques, sûrement plus influents, notamment nationalistes arabes ou nationalistes islamiques ou intégristes, genre les frères musulmans. Alors évidemment, après, pour la périodisation, il y a un brillant historien israélien qui s'appelle Israël Gershoni, qui a écrit sûrement les choses les plus intéressantes sur l'histoire intellectuelle. Lui, il fait une dichotomie années 20, égyptianisme, pharaonisme, patriotisme égyptien, années 30, tournant vers les thématiques arabes et islamiques. Vous savez très bien que quand on commence à schématiser, on casse un peu les dynamiques, et ça peut commencer dans les années 20 et s'exprimer un peu plus tard, etc. Les frères musulmans sont nés dans les années 20. Donc en tout cas, dans les années 30, il y a cette histoire qui fait que les choses se transforment, et notamment l'identité égyptienne commence à être perçue ou définie de manière différente, ou avec des thématiques plus religieuses, plus confessionnelles. Et ça, c'est dans ce contexte-là que je vais vous parler de certaines petites revues. Alors en particulier, je pense qu'il y a à la fois ce tournant vers des dynamiques plus panarabistes ou pan-islamiques dans les années 30, mais dans le champ, alors j'aurais peut-être dû en parler avant, la francophonie du cosmopolitisme, il y a toute une mouvance. Il faut savoir qu'à partir du XIXe siècle, le français et la francophonie deviennent un peu la lingua franca de l'État, des élites, des classes moyennes éduquées et des communautés, grecs, italiens, arméniens, juifs, etc. Et que dans cet espace-là, il y a une plus grande liberté, la censure est moins féroce, et vous avez des clubs, des associations, des cercles, des salons, des magazines, des revues, des journaux qui existent. Et dans ce cadre-là, on a des sensibilités plus critiques, en lien avec l'Europe. Alors, pour éviter tout faux procès, la réception des choses n'est pas une réception passive. Les gens prennent, travaillent, retransforment. Les modes d'influence ne sont pas les Égyptiens reçoivent et ensuite feraient les petits perroquets. Non, il y a toute une dynamique de traduction, de critique. Et en tout cas, il y a une vie très intéressante. Et dans ce cadre-là, comme le temps va un peu vite, on a une mouvance surréaliste, francophone, faite d'un élément artistique très important qui s'exprime à partir de la fin des années 30 dans un contexte où l'antifascisme, mais aussi l'anticolonialisme, sur des bases non nationalistes, c'est un peu ça leur particularité, s'expriment. Alors en France, comme on a une nostalgie suite à la gueule de bois des expériences des régimes indépendantistes ou des indépendances, on revoit la période libérale comme l'âge d'or formidable sans en voir les limites et les critiques, etc. Ce n'est pas pour nier le fait qu'il y avait des dynamiques et des richesses en termes de production. En tout cas, dans ce milieu-là, vous allez avoir une mouvance surréaliste qui va se faire. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que souvent en France, on réduit le surréalisme à Georges Heyne, parce qu'il était francophone, parce qu'il était poète, parce qu'il a vécu en France, parce qu'il était intégré. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez vivre, il faut être au ministère de la Culture et pour faire produire votre film si vous êtes dans certains pays. En tout cas, Georges Heyne est le principal élément du surréalisme, mais pas l'unique. Et c'est plutôt une mouvance qui va se mettre en place avec des gens dont je n'aurais pas eu le temps de vous parler, mais comme Ramses Yunan, comme Anwar Kamel ou comme Kamel El Tilmisani, qui vont lancer ce mouvement et qui va s'exprimer à travers deux
des activités artistiques, notamment des expositions de peinture et de photographie dans les années entre 40 et 45, 46. Pour vous donner un exemple de la complexité des choses, en français, les expositions sont présentées comme les expositions de l'art indépendant, mais en arabe, elles sont présentées de l'art libre. Donc ça pourrait être intéressant de discuter là-dessus. Et donc, et le deuxième volet, c'est les éléments de cette mouvance surréaliste, qui n'est pas un vrai courant organisé, structuré, peut-être un groupuscule en termes d'effectifs, vont quand même participer à des expériences de presse. Et notamment, il y a 3 journaux qui sont crédités comme étant journaux surréalistes, un francophone, Don Quichotte, et 2 autres, un qui s'appelle Tatawur, qui est une revue en fait, qui va durer quelques numéros, et un magazine hebdomadaire qui va être publié pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle El Magalat El Gedida, qui était la reprise d'un magazine qui existait. Les Égyptiens sont très sarcastiques et très drôles et aussi très ingénieux. C'est-à-dire que très souvent, pour contourner la politique de blocage des autorités, dans l'obtention du droit à publier un journal, une licence de publication, ce qu'on fait, c'est on sous-loue un journal à quelqu'un. Et donc, c'est arrivé plein de fois que des syndicalistes, des militants, aillent voir quelqu'un dans une ville, dans un village, reprennent leur journal et le publient avec leur propre orientation. En tout cas, pour Don Quichotte, c'est très intéressant puisque fin 39 et pendant quelques numéros, alors ça pose un autre problème, c'est que quand on n'a que 40 ou 50% des exemplaires d'une revue, est-ce qu'on peut faire une étude de la revue? C'est un vrai problème. Donc Don Quichotte va être un magazine francophone de jeunes pour les jeunes par les jeunes, c'est comme ça qu'il va se définir, à l'initiative du groupe surréaliste qui s'appelle Art et Liberté, mais dans lequel on va trouver des gens avec des itinéraires et des trajectoires politiques très très différentes, beaucoup plus larges, et y compris, c'est pour ça que moi je pense qu'on ne peut pas qualifier ça de journal surréaliste, même si les articles qui sont dans une veine du courant surréaliste. Et je disais aussi, pour vous donner 2 exemples qui permettraient de prouver un peu mon fait, c'est que le deuxième secrétaire ou directeur de publication s'appellera Henri Curiel, qui n'a jamais été surréaliste, et qui à l'époque est un espèce de dandy bohème qui est en train de devenir un communiste stalinien. Et deuxièmement, j'avais dit ça à Maura tout à l'heure, ça l'avait un petit peu énervé, il y a 2 pages du journal qui sont consacrées aux courses hippiques et aux paris sur les chevaux. Je ne suis pas sûr qu'André Breton aurait fait une revue avec des courses hippiques. Mais bon, en tout cas, Don Quichotte, très intéressant. Le deuxième magazine est Tatawur, le développement. Alors déjà, un magazine qui s'appellerait comme ça pose aussi une question. Animé par la frange peut-être la plus militante de la mouvance surréaliste, et en arabe, qui essaye d'aborder des questions comme la culture, la femme, les paysans, les ouvriers, l'art, de manière extrêmement critique, et notamment sur la question femme, de manière extrêmement audacieuse pour une société qui est conservatrice, qui entraînera probablement, c'est la raison principale, l'arrêt de cette revue. La dernière revue, c'est le Magalat El Gedida, entre 1942 et 1944, la vieille revue mensuelle qu'un intellectuel égyptien d'origine confessionnelle copte, Salama Moussa, avait publiée dans les années 30, qui n'était plus publiée, mais dont la licence de publication était toujours valide, est prise, louée ou cédée par Salama Moussa, avec le groupe du groupe des surréalistes les plus militants politiques, marxistes, anti-staliniens, et est publié en arabe entre 1942 et 1944. Donc, dans plein d'endroits, c'est marqué revue surréaliste ou revue trotskiste. Alors, comme je l'ai lu, quand j'en ai lu une grande partie, il y a des articles très intéressants d'orientation surréaliste et trotskiste, mais quand on regarde les noms des autres contributeurs, il y a des militants staliniens, comme on dit en égyptien, acier pur, qui participent. Et puis le contenu des textes, une revue surréaliste qui aurait publié une photo de Staline favorable, fumant la pipe en 1943, qui faisait la gloire des B-19 américains étant produits, etc. Bref, c'est une revue qui mériterait d'être étudiée pour sa contribution. Elle est à la bibliothèque Kalensky grâce à la fille de Ramsès Yunan qui a laissé les archives de son père, qui était un des peintres très importants de ce groupe-là. En tout cas, les surréalistes ont initié, irrigué une mouvance qui est claire. Et Lotfallah Soleiman, ceux qui connaîtraient, qui était un éditeur, traducteur, qui a participé à ça, les définissait plutôt comme un groupe bohème, une mouvance bohème, d'acteurs, d'artistes radicaux, radicalisés, critiques,
Et on pourrait dire que c'était peut-être des internationalistes utopiques dans un contexte où les nationalismes se fermaient. En tout cas, c'était cette expérience-là. Je n'aurai pas vraiment le temps de parler des autres choses, donc juste pour soulever quelques problèmes sur aborder ce genre de revue. C'est les expériences un peu limites, c'est-à-dire ça pose le problème, je crois que c'est Zahir Hamouni qui disait, il y a le problème des sources, de l'accès aux sources. Alors prenez un exemple, Et Tataour, si un poète fou, grand fumeur de tabac et au café n'avait pas grenouillé au Caire dans les années 90 pour republier les exemplaires, ça serait introuvable. Parce que le problème des sources est un vrai problème. Deuxième problème, c'est le problème des sources sur les revues. Quand on s'intéresse à l'histoire des revues, c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnait le comité de rédaction, quelles étaient les réunions, comment des non-professionnels participaient à une production de qualité. Moi, j'adore beaucoup les questions des imprimeurs, parce que c'est très surveillé par la police. On sait peu de choses là-dessus, sauf par quelques témoignages oraux, et donc apprendre avec des pincettes sur comment produire un journal, contourner la censure, la diffusion, la distribution, les contacts. Alors quand on s'intéresse à l'Égypte, souvent, l'Égypte, il y a un prisme kéro-déterminant, comme en France, il y a un prisme déformateur de parisianisme. Or, il y a Alexandrie, or, il y a les provinces, il y a le delta, la Haute-Égypte, donc ça pose une autre question. Autre problème, c'est ce que j'appellerais l'avant-gardisme élitiste de gens qui tiennent un discours critique, radical sur la société, etc., mais qui restent quand même dans un milieu de ce qu'on appellerait en Égypte de l'Effendeya, c'est-à-dire des éduqués issus du système moderne. Pour aller vite, c'était des gens qui avaient fait les écoles, qui étaient à l'université, qui pouvaient avoir le costume et le tarbouche, vous connaissez, le chapeau conique, et qui en même temps étaient aussi en rupture avec le milieu social populaire, on va dire, qu'ils pouvaient prétendre incarner, représenter, ou dans certains cas, dans les cas les plus avant-gardistes, vouloir guider vers un certain projet. Donc ça pose une série de questions. Et puis il y a aussi la question de la loupe, l'effet de loupe, le prisme déformant, de travailler sur des revues qui peuvent être publiées à 3000, 5000 exemplaires dans un pays qui n'est que de 20 millions d'habitants, on va aller vite, 20 millions d'habitants en 1940, par rapport à des courants qui peuvent avoir des centaines de milliers de membres. Je vais faire une comparaison avec les frères musulmans, par exemple, dans les années 40, donc, et qui en même temps ont laissé une trace dans la peinture, dans la poésie, dans l'art, dans la philosophie, dans la presse, évidemment. Donc ça pose le problème de ces questions-là. Et le côté aussi, pour aller vite, l'avant-gardisme par rapport... Alors ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder si on ne fait pas de l'histoire orale, et malheureusement, tous les acteurs maintenant ont disparu. C'est le décalage, ou les décalages potentiels ou possibles, entre le discours et les pratiques personnelles. Par exemple, pour avoir fait beaucoup d'histoire orale avec des vétérans, malheureusement ils sont tous morts maintenant, mais des années 40, c'était toujours intéressant de voir l'écart qu'il pouvait y avoir entre leur vie personnelle, mariage, rapport aux enfants, rapport aux études, et le discours qui était... Alors c'est un sujet très sulfureux, très compliqué, on ne peut peut-être pas l'aborder en termes d'écriture, mais on peut se poser la question le décalage entre l'affirmation identitaire et les pratiques effectives. En tout cas, ça pose toutes ces questions-là. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est, pour finir là-dessus, c'est cette richesse et en même temps le décalage entre ce qu'on peut savoir et ce qu'on devrait savoir. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu frustré. On n'a pas la revue on peut ne pas avoir la revue de manière intégrale. On peut ne pas connaître les pseudonymes ou ne pas découvrir tous les gens qui écrivent dans le magazine. On peut avoir du mal à retracer les trajectoires des gens. Des fois, c'est une véritable enquête pour des histoires que, par exemple, dans la revue Magat el-Gedida, version dite surréaliste, le fait qu'il y ait eu beaucoup de militants d'autres organisations clandestines pour découvrir qu'ils étaient dans ce projet-là, ça tord le cou à l'idée rapide que c'est une revue pur sucre surréaliste. Mais il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le problème, c'est qu'avec le temps qui passe, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et pour finir là-dessus, c'est que non seulement la revue on n'a souvent pas les archives de la revue, mais en plus on a du mal à avoir accès aux archives de l'époque, de la police britannique, police égyptienne, etc., ce qui pose un autre problème,
de histoire orale plus matériel direct plus archives. Donc c'est un constat un peu pessimiste sur la possibilité d'écrire une histoire. Voilà, c'était plus des questions que des analyses. Voilà. Merci. Merci beaucoup Didier. Peut-être si quand même juste une toute petite question pour s'échauffer sur le bord de la piste. Est-ce que tu reviendrais juste quelques instants sur la notion de cosmopolitisme, parce que j'ai l'impression que de ton point de vue, et tu as sûrement raison, les historiens de l'art l'utilisent un peu à tort et à travers, alors que peut-être les politologues ont pas forcément les politologues, mais en tout cas dans l'histoire sociale, un point de vue un peu plus tranchant sur cette notion de cosmopolitisme, qui n'est pas nécessairement une voie d'émancipation par définition, mais qui peut être aussi plutôt source de tensions et de tensions de classe et de différences de classe. Alors, j'ai été trop vite parce que j'avais pas mal prévu d'en parler, mais au XIXe siècle, à travers la francophonie, mais pas que la francophonie, il y a un espace socio-culturel qui se met en place avec les écoles, les clubs, les journaux, la vie sociale. Alors j'ai pas voulu trop charger la barque de l'aspect mondain des surréalistes qui peuvent faire des bals, qui peuvent et vous avez ça à travers la francophonie. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la place de cette francophonie et de cet espace francophone dans un pays de 20 millions d'habitants. Alors sur Alexandrie, comme il y a un mythe d'Alexandrie, où il y a un mythe de la francophonie, j'ai tout à l'heure dans les discussions en aparté, je me suis moqué de Dalida, de Chobra ou de Georges Moustaki, le grand chanteur, où j'ai été très méchant avec un journaliste français d'origine égypto-syro-libanaise qui était dans le plus grand quotidien français, donc Robert Solé. Il y a une espèce de nostalgie rétroactive, anachronique, qui vous explique le oh chéri chéri, le grand, en roulant l'air, en roulant tu te souviens chéri, le club Gezira, le club grec à Alexandrie, je sais pas quoi. Ça a existé, mais il y a des historiens, notamment Khaled Fahmi, un historien qui vient de NYU, égyptien, qui est prof à la fac américaine, et d'autres, pas seulement égyptiens, qui vous disent que oui, c'était un espace riche, oui, c'était un espace pluriel, mais il y avait une fracture, c'est-à-dire que sur Alexandrie, si ça concerne 25 ou 30% de la population de la ville, ça veut dire qu'il reste 50 ou 60% de la ville qui ne participe pas de cet espace-là. Pas pour dire qu'il n'y avait pas d'écrivains, il y avait des poètes, il y avait des choses comme ça, mais pour rester prudent, et puis dans une situation de statut, même les pauvres étaient privilégiés. C'est-à-dire que les pauvres Grecs ou les pauvres Français d'Alexandrie, par le système des capitulations, d'accord, qui va être progressivement arrêté avec la conférence de Montreux et après le traité de 1936, mais jusqu'à cette époque-là, le régime capitulaire introduit un statut privilégié pour ceux qui ont un passeport des puissances capitulaires, des puissances européennes. Donc on a ce statut de cosmopolite. Évidemment, cosmopolitisme, ça a plein de sens. Dans le vocabulaire communiste stalinien, c'est une insulte horrible. Mais dans le côté histoire de l'Égypte, vous avez, et relisez le dictionnaire amoureux de Robert Solé, qui est très riche, très intéressant. Il y a un aspect acritique sur cette question-là. Donc c'est pour ça que c'est contradictoire. Oui, c'est un espace de richesse, de pluralité. Et évidemment, par rapport à aujourd'hui, l'Égypte qui s'est fermée. Pour vous donner une anecdote, il y a un film ou une pièce de théâtre d'abord de Naguib el-Rihani dans les années 40 qui s'appelait Hassan et Morhos et Cohen, pour dire que l'Égypte avait un pluralisme, un chrétien, un juif, un musulman. Dans les années 90, un film a été refait avec Omar Sharif, donc lui-même d'origine syro-libanaise, qui s'appelait Michel, je ne sais plus quoi, son nom de famille, qui s'appelait Hassan ou Morhos, parce qu'il n'y a plus de Cohen, parce que pour les Juifs d'Égypte, évidemment, les catastrophes avec l'État d'Israël, la guerre, etc., 56, où là c'est un peu lié à la France, fait qu'il n'y a pratiquement plus de Juifs d'Égypte, il reste quelques dizaines de très vieilles personnes. Donc ce milieu-là, il a disparu. Donc la nostalgie a tendance à réinvestir, mais en même temps, c'est vrai, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'être nuancé, il y a un vrai espace cosmopolite. Soyons cosmopolites, mais pas nostalgiques. Donc, est-ce qu'on rappelle tous les intervenants de l'après-midi et d'Evika également ?
Comme ça, on va pouvoir poser des questions à tous les intervenants de l'après-midi. Je vous en prie, Isabelle et Cécile. Cécile, rapidement, avant d'ouvrir bien sûr les questions à la salle, je voulais revenir sur cette question de déséquilibre identitaire que vous aviez posée au début de votre intervention. Dans la mesure où, sur la question de déséquilibre, je pense que je vous suis tout à fait. Vous avez expliqué comment des revues japonaises étaient ouvertes vers l'Europe, vers la photographie européenne, et que par contre, il y avait en tous les cas un oubli du côté européen, et je pense que cet oubli, c'est un oubli des échanges, oubli des transferts qui ont eu lieu. C'est un oubli qui n'est pas seulement pertinent dans le cas japonais, hein. Ça s'est passé dans bien d'autres contextes aussi. On en parlait récemment pour les pays arabophones, Morad, et pour l'Iran aussi. Donc ça, c'est pas spécifique. Mais pour la notion d'identitaire, je me demandais s'il n'y avait pas le risque, du coup, de faire appel ou de référence à comme une espèce de repli identitaire, alors qu'il me semble que le moment que vous aviez décrit est assez différent de l'histoire que vous aviez décrit en amont de votre présentation. Donc un moment d'ouverture. Je ne sais pas si le terme cosmopolite est apte dans le contexte japonais, peut-être beaucoup moins que dans le contexte égyptien, certes. Et puis il y a eu aussi, on s'est posé la question en vous écoutant, des rapports entre le Japon et l'Allemagne, tels qu'ils vont se développer dans les années 30 autour de l'Axe, et si c'est quelque chose que vous voulez aussi aborder pour donner une trame historique à ces rapports que vous avez évoqués brièvement, mais en se concentrant sur le design, sur les arts plastiques et la photographie. Alors pour ce qui est du terme déséquilibre identitaire, en fait, c'est pas du tout la façon dont j'avais abordé ma thèse. Au moment où j'ai travaillé sur la revue Koga, je m'étais vraiment penchée uniquement sur le Japon. C'était Japon japonisant. Donc je ne m'étais pas vraiment posé la question de la relation aux autres de manière générale. Et c'est simplement en préparant la présentation pour aujourd'hui que, donc en revenant sur ce que j'avais fait il y a quelques années déjà, je me suis dit, mais oui, mais il y a cette notion que j'ai nommée déséquilibre identitaire, peut-être un peu rapidement, c'est possible, mais c'est le terme qui, comme ça, me paraissait le plus adéquat. Donc il y a ce que vous avez rappelé, effectivement, le côté du Japon qui essaye de tendre la main, qui essaye de communiquer, et puis côté français, il n'y a pas forcément de retour. Mais il y a aussi cette notion, donc comme j'ai ça à deux niveaux, où donc au niveau des magazines, effectivement, là, on a une présentation de l'Occident, parce que c'est aussi montré avec la présentation sur la Chine. Donc il y a une circulation des modèles, et la notion d'histoire de l'art telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle est arrivée au Japon au milieu du 19e siècle avec tout le reste, ce qui fait que en fait la notion d'histoire de l'art au Japon est née de cette importation d'acceptation occidentale, et donc les Japonais ont de la même manière cherché chez eux leur patrimoine. Alors il y a eu aussi des missions comme en France pour savoir quelle était l'histoire du Japon, quel était l'art du Japon. Et donc ce qu'on voit dans la revue Koga, c'est qu'il y a cette volonté, Ushinko Shashinkenkyu, de réfléchir à ce qu'est la photographie japonaise, mais à chaque fois la tentation de l'Occident, qui je pense vient d'un rapport complexé à l'Occident, ou par rapport à l'Occident, fait que même si on veut parler du Japon, même si on essaye de montrer ce que c'est que la photographie japonaise, on se retrouve toujours à se retourner à nouveau vers l'Occident pour chercher un modèle, pour essayer de tendre la main. Et c'est là que le déséquilibre identitaire, pour moi, est présent. C'est que même si on essaye de parler de soi, on finit toujours par parler des autres. Ou en tout cas, c'est par le biais des autres qu'on essaye de parler de soi. Et c'est pour ça que j'ai nommé ça déséquilibre identitaire. J'avoue que ça peut nécessiter de plus amples recherches, c'est fort possible, mais c'est ce que j'ai voulu exprimer avec ce terme.
L'autre point, donc le rapport avec l'Allemagne, effectivement, au niveau de la photographie, il y a eu un rapport bien plus présent ou bien plus important avec l'Allemagne qu'avec la France. À cette période-là, donc Nakayama a été en France, un des photographes fondateurs de la revue Koga. Dans les années 10, Fukuhara Shinzo était aussi venu en France. Donc Fukuhara Shinzo, lui, est représentant du pictorialisme. Par contre, pour ce qui est de l'Allemagne, beaucoup de photographes japonais sont partis en Allemagne pour se former. Et il y a un vrai goût pour le Bauhaus, tout simplement. Il y a des photographes japonais donc, qui sont allés se former au Bauhaus, notamment Yamawaki Iwao. Et donc, enfin pas que pour la photographie d'ailleurs, puisque Yamawaki est partie au Japon, au Bauhaus avec sa femme. Elle travaille dans le textile et donc elle s'est elle-même formée au Bauhaus, mais dans le textile. Donc il y a des liens qui sont vraiment très très présents et il y a une recherche qui est autour du reportage. Donc là, ce sont plutôt les photographes de Tokyo, du Kanto, qui sont intéressés par tout ce qui se passe en Allemagne, notamment par cette photo-reportage et le réalisme et la photo directe et l'instantané, et évidemment avec l'importation de Leica, l'appareil photo portable. Et je pense que l'importation de Leica, qui permet de faire de la photographie de reportage, a vraiment lancé une dynamique des photographes japonais vers l'Allemagne, parce que ça a été une révolution tout simplement, cet appareil photo. Et donc ça les a attisés. Et il y a une vraie différence entre les photographes et les peintres, parce que les peintres ont tendance à plutôt être intéressés par la France, et donc beaucoup de peintres viennent se former en France. Par contre, pour les photographes, beaucoup viennent en Allemagne. Avant la fermeture de l'école du Bauhaus, donc on parle du tout début des années 30. Oui, oui. Après, de toute façon, ces relations ont continué, notamment Nathalie Yonosuke, qui est un des photographes, qui est plus ou moins à l'origine de la fin de Koga. Lui était parti en Allemagne pour se former et quand il est rentré en 1933, donc parce que bon, il pensait que c'était un peu compliqué de retourner en Allemagne avec la situation politique, donc il est rentré temporairement au Japon, le temps de voir ce qui se passait. Et il continuait néanmoins à travailler pour une compagnie allemande en tant que reporter. Donc il envoyait ses clichés qu'il faisait au Japon ou dans des pays limitrophes en Asie. Et en fait, pour les Jeux Olympiques de 1936, donc il est retourné en Allemagne. Il a pu avoir une autorisation. Et donc on voit qu'il y a toujours ce lien comme ça de retour et d'échange au niveau de la photographie, j'entends bien, entre... Mais dont Japon, vous n'explorez pas la politique. Pardon ? Dont vous n'explorez pas la politique. Justement, on parlait des Jeux Olympiques de 1936. Oui, c'est effectivement pas la façon dont j'avais fait le travail. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste pour dire, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on fait ces journées. Je trouve qu'il y a malheureusement en France beaucoup de chercheurs qui, heureusement, ont pu un peu profiter d'une opportunité qui est qu'on a des ressources en raison de l'histoire coloniale et autres de ce pays. Et je trouve que ce qui est dommage, je vous le dis sincèrement, c'est frustrant parce que vous auriez pu optimiser, en fait, surtout, là, ces deux régimes fascisants, quand même, qui ont participé de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc, on ne peut pas complètement mettre de côté une histoire, quoi. Ça ne flotte pas comme ça, l'art. Hein. Donc, et d'une, s'il fallait rester dans un continuum, on pourrait se poser des questions aussi sur la photographie japonaise dans son rapport au cinéma japonais, qui n'a pas été n'importe quoi, qui a été fondamental. Mais voilà, je voulais juste... C'est pas du tout... ça me blesse, en fait. Je vous le dis sincèrement, ça me blesse par rapport à vos sources. Et finalement... à ne pas savoir vraiment les optimiser à des fins critiques. Voilà, c'est juste ça. Et puis parce que par rapport même aux Japonais eux-mêmes, quoi. Mais voilà, je pense qu'en fait, ce que vous appelez le déséquilibre, là aussi, c'est assez ethnocentré comme manière de penser. C'est mon point de vue. Et je pense qu'on ne peut plus penser comme ça, en fait. Parce qu'on pourrait aussi dire que le Japon, il y a eu des transferts culturels majeurs. Le 19e siècle a énormément imprégné la culture européenne venant du Japon. Donc on ne peut pas penser qu'il y a eu comme ça, d'un seul coup, un monde japonais qui serait juste frustré de ne pas être européen. Ce n'est pas vrai. Je pense que
vous avez tout à gagner à ne pas penser comme ça. Enfin, c'est mon point de vue, voilà. Je veux dire, même si c'est un vieil héritage français qui est encore très prégnant dans certaines de nos universités, mais qui, à mon avis, c'est une faillite pour nos chercheurs de penser comme ça. Parce qu'on a des sources formidables et en fait, on ne sait pas les optimiser, ne serait-ce que du point de vue du comparatisme. Voilà. La question allemande, c'est vrai que... Et à un moment donné, s'il est là en 1936, il y a peut-être des raisons, quoi. Elles ne sont pas juste d'un intérêt formel. C'est que derrière l'intérêt formel, il y a peut-être aussi des raisons politiques. Voilà. Et vraiment, c'est pas pour, c'est pas la condamnation de quiconque. C'est juste que c'est une source extraordinaire. En plus, vous connaissez cette langue, on le voit bien. Et donc, optimiser ce travail par une réalité qui est que il y a une histoire politique qui accompagne en fait aussi la diffusion de ces images. Quoi. Pardon. Voilà. Et je ne crois pas à ce qu'on puisse dire juste ils sont frustrés de ne pas... Voilà, ça c'est pas possible. Je pense pas. Voilà. Pardon. Oui, tout à fait. Enfin, bien sûr, c'est pas. Enfin, ce serait de la simplification extrême. Je veux juste dire qu'ils sont frustrés. On est bien d'accord. Et tout à fait. Par contre, ce que j'ai pas voulu dire, alors peut-être que j'ai mal exprimé, mais effectivement, ils ne sont pas frustrés de ne pas être européens, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'être européens. Ils sont japonais, ils sont fiers de l'être. On est d'accord. Mais tout en étant japonais et fiers de l'être, on peut très bien comprendre qu'il y ait une frustration à vouloir converser et de ne pas avoir de retour de la part de l'autre. Et ça ne veut pas dire vouloir devenir l'autre, ça veut juste dire converser. Et je pense que c'est ce que je disais en fait dans la dernière partie de ma présentation. On voit qu'à un niveau national, c'est ce qu'ils veulent, converser. Effectivement, il y a des débats effectivement d'une revue à l'autre ou d'un artiste à l'autre. Oui, alors là, je parle bien des années 30. Hein. Je ne parle pas du tout d'après-guerre. Oui. Alors là, je ne parle pas du tout d'après-guerre où on est dans une situation en plus qui est totalement différente puisque au départ, il y a l'occupation américaine. C'est un Paris où la communauté japonaise est très active, surtout dans très présente, très présente. Il y a des journaux, il y a des expositions, il y a une très forte communauté artistique. Tout à fait. Mais si on parle, alors j'ai pas épluché toutes les revues françaises ou en tout cas parisiennes, mais par exemple j'ai regardé L'Art Vivant années 1920, années 1930, il n'y a strictement rien ou presque sur les Japonais, alors qu'il y avait une grosse communauté japonaise à ce moment-là, qu'ils étaient justement très actifs comme vous venez de le dire, qu'ils organisaient des expositions, qu'ils étaient vraiment à la fois nombreux et actifs, et pourtant il n'y a rien. Enfin. Après, voilà, je n'ai pas épluché toutes les revues, je suis d'accord, mais par exemple, L'Art Vivant... Il y a une spécificité de cette communauté, c'est qu'elle est productrice de revues, de magazines et d'activités dans sa propre langue, dans le territoire français. Elle a une très forte production en langue japonaise à Paris, par exemple. Mais là encore, si on est en langue japonaise, ça veut dire que les Français ne vont pas comprendre, et donc par conséquent, il ne va pas forcément y avoir un échange. Mais c'est intéressant, c'est pas plein de frustration. On parle des échanges là, entre le Japon et la France, mais je peux comprendre qu'il y avait aussi pas mal d'échanges entre l'Allemagne et le Japon, et comment justement cette présence japonaise dans les mouvements du Bauhaus est réceptionnée en Allemagne, ou est-ce qu'il y a eu un travail aussi là-dessus pour comprendre est-ce qu'il y a une... Alors, est-ce qu'ils font partie moi j'ai eu... est-ce qu'ils ont été juste formés ou actifs, enfin voilà. Ils ont été actifs. Par contre, au niveau des sources que moi j'ai consultées, ce sont des sources principalement japonaises. Donc, je ne voudrais pas parler de la façon dont les Allemands ont eux-mêmes analysé la présence japonaise sur place. Donc, effectivement, il y a eu des échanges, il y a eu des liens qui sont évidents, puisque de toute façon, ils étaient vraiment participants à 100% de l'école au moment où ils y étaient. Mais voilà, je ne me mouillerai pas quant à savoir ce que les Allemands en pensaient. Oui, ou pas en pensaient, ou comment se passaient les échanges. Ce n'est pas nécessairement justement d'avoir un avis ou pas un avis sur l'autre, c'est comment ça se passait artistiquement ou dans des échanges.
Disons que par exemple pour ce qui est d'Yamawaki Iwao, lui au départ il est parti pour se former sur de la photographie, sauf que finalement comme il a eu des échanges très intéressants, très stimulants avec des photographes plutôt, c'est comme ça qu'il en est venu à la photographie. Et donc effectivement c'est parce qu'il y a eu ces échanges au sein même de l'école qu'il y a eu une évolution sur les pratiques personnelles de chacun. Peut-être une question pour les autres intervenants ? Moi, c'est plutôt une précision par rapport à l'exposition de Didier Monciot. Autour de la question de, finalement, vous dites des revues qui concernaient finalement très peu de gens, dans des communautés qui étaient assez petites à l'échelle même de la ville et du pays. Moi, ma question, en fait, c'était, est-ce qu'il y a dans les revues et dans les années 30, est-ce qu'émerge une certaine forme de pensée communautaire européenne à l'échelle de l'Égypte, en opposition finalement aux gens qui habitent sur place, c'est-à-dire les Égyptiens de confession musulmane. Est-ce que ça produit une logique de différenciation envers les autres communautés? Alors, petite revue, moi, c'était pas négatif, c'était juste pour rester raisonnable et pas surdimensionné. Par exemple, j'ai travaillé sur une revue syndicaliste faite par des ouvriers égyptiens du textile, qui étaient des ouvriers qualifiés, qui faisaient une revue, ce qui était rare. Ils vendaient 3000 exemplaires et c'était exceptionnel dans les années 40, etc. Alors, ils étaient très malins pour contourner les règles et les lois et les normes, parce que mais donc c'était juste pour rester raisonnable. Alors, pensée communautaire européenne, non, je ne crois pas, mais j'ai pas tout lu parce qu'il faudrait regarder. Et puis, je vous dis franchement, comme j'avais pas besoin d'Edouard Saïd pour considérer, Anwar Abdelmalek avait déjà écrit ça dans les années 60, qu'il fallait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les voix et les voix égyptiennes, avec un X et avec un E. Donc, or, vous allez voir que dans l'historiographie, et c'est pas un reproche, parce que c'est des très bons travaux. Beaucoup de gens disent travailler sur l'Algérie ou sur l'Égypte, mais en fait, ils travaillent sur la France en Algérie ou sur l'Europe Et les modes de domination, c'est important à faire, je ne dis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trajectoires, les mobilisations, les contributions des Égyptiens, qui soient d'origine... Mais il y a un exemple, il y en a deux qu'il faut regarder, c'est les Italiens et les Grecs. Alors là, j'ai lu les travaux, mais je ne lis pas le grec, je lis très mal l'italien, mais j'ai une amie qui est chercheuse à Athènes, Caterina Trimi, vous trouvez des articles sur Internet, qui montre que pour la communauté grecque, en tant que communauté, il y a eu l'idée d'être d'Égypte, mais pas égyptien. Je crois qu'ils disaient égyptiote, il y a un mot en grec pour dire ça, mais pas tous, puisqu'il y a eu des poètes, des militants communistes qui se sont liés avec des Égyptiens. Alors j'aime pas ce mot-là, mais de la vallée du Nil, je ne vais pas dire autochtones, indigènes ou je ne sais pas quoi, et qui ont voulu faire des campagnes, des mobilisations, etc., etc. Mais ils étaient dans l'idée d'être d'Égypte. Pour les Européens, au sens parce que Italiens et Grecs, c'est différent, parce que les Italiens et les Grecs, ils ont émigré sur les pourtours méditerranéens depuis très 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 longtemps. D'accord ? Mais pour les Belges, les Suisses, parce qu'il y a des gens qui ont créé le tramway, qui ont électrifié, je ne sais pas quoi, le barrage d'Assouan, etc. Il y avait des Allemands, des Anglais, des Français. Il n'y avait pas forcément d'organes en tant que tel, parce que le français était plutôt la langue des Égyptiens d'Égypte. Il y avait des poètes francophones, il y avait des écrivains, etc. Mais par exemple, j'ai rarement vu, sauf peut-être, même par exemple les amitiés françaises, c'était des Égyptiens et des Français d'Égypte qui s'activaient. D'accord ? Donc j'ai pas vu. Alors, quand vous dites conscience européenne, c'est conscience non égyptienne. Ouais. Non, parce que même tout à l'heure, on parlait avec madame sur Finbert et sur d'autres écrivains. Il y en a plein qui ont écrit Hussein le batelier, qui ont voulu montrer la vie du peuple, alors en français, en anglais, en grec, etc. Et il y a eu toute une histoire en Égypte, il y a un mot qui s'appelle mutamasser, qui veut dire égyptianisé. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas égyptien, mais vous êtes d'Égypte et plutôt bien en Égypte. D'accord ? Donc, il faudrait regarder les cadres. Alors, prenez un exemple, il y a un chercheur qui a travaillé sur les Syro-Libanais, et lui, il dit que, je ne sais pas s'il a raison, il dit que le critère
du maintien d'une spécificité ou d'une altérité via le français, c'est plus fait chez les Syro-Libanais chrétiens. Alors chrétiens, je vous rappelle, il y a 850 rites chrétiens, grecs orthodoxes, nestoriens, grecs je sais pas quoi, grecs que chez les Syro-Libanais musulmans, sans compter qu'avec le nationalisme arabe, mais en même temps, les chrétiens syriens, ils étaient plutôt, il y a un auteur qui disait qu'ils étaient dans un universalisme arabe. Mais pour revenir aux Européens, par exemple, vous avez qu'à lire les trucs de Paul Ajac, d'accord ? Il y a toute une série d'écrivains, je ne dirais pas qu'ils sont méprisants, alors ça doit exister, moi je n'ai pas trouvé, mais il y a un rapport à l'extériorité. On est d'Égypte, mais on n'est pas forcément intégré, de ce que par la langue. D'accord ? Et prenez un exemple le plus connu, c'est Curiel, Henri Curiel, né en Égypte, qui prend la nationalité égyptienne, qui va être expulsé comme non-égyptien, alors qu'il était égyptien. Il parlait très très mal l'arabe. Il avait un accent à couper au couteau, etc. Mais quand vous discutez j'ai discuté avec des Nubiens de l'université islamique de l'Azhar, qui a été recruté dans leur groupe, ils venaient en short, enfin avec des shorts très longs, leur faire des leçons dans un arabe... comme on dit en égyptien, cassé, quoi. Mais il était accepté. Alors, il faut regarder après au niveau de l'intégration. Pour la littérature, ouais, il faudrait peut-être creuser là-dessus. Est-ce qu'il y avait des formes de... Je pense que ça devait exister, mais alors j'avoue que je n'ai pas travaillé là-dessus, quoi. Une anthologie assez remarquable de la littérature égyptienne, qui a été publiée, j'avais chroniqué dans ton manuel il y a 7-8 ans, sur cette question-là à la fin du 19e. D'accord. C'est une anthologie littérature égyptienne. C'est pas de Moussa ? Non. C'était publié en France, en fait, en langue française. D'accord. Directement. Et je sais qu'on a retrouvé ce type de question dans l'anthologie. Elle est disponible en langue française. D'accord. Ça s'appelle Anthologie de la littérature égyptienne. Pardon. Non, c'est bien. Mais avec l'Égypte, vous pointez vraiment. Voilà, c'est le pays dont on ne peut faire l'économie dès qu'on veut traiter de la question du monde arabe, quoi. C'est phénoménal à la fois l'influence et parce que l'égyptomanie du 19e, d'une certaine manière, elle a aussi fait le creuset d'une tension qui a abouti à une sorte d'excessivité de l'arabisation. Enfin voilà, quoi. La folie autour de l'Égypte et de l'égyptomanie européenne a aussi induit une forme de violence au sein d'une société qui avait, sur plusieurs siècles, trouvé des compromis. Par exemple, ça se lit... Alors, je crois que vous avez raison, c'est qu'on dit que Nasser n'était pas Bourguiba parce qu'il n'était pas cosmopolite, alors que Bourguiba l'était. Alors, c'est tout un débat. Alors, comme j'ai quelques amis qui sont nassériens, ils vont me casser la tête quand ils vont voir ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand les officiers prennent le pouvoir... au départ, c'est pas du tout des nationalistes arabes, c'est pas du tout des socialistes, c'est des patriotes qui trouvent que l'armée est dans un état catastrophique, qu'il y a de la corruption. Vous savez, le roi Farouk, qui était jeune, beau et très populaire en 1936, est très très populaire en 1936-1938. C'est impressionnant, jusqu'en 1944-1945, le roi Farouk est très très populaire. Et en plus renforcé par le 4 février 1942, quand les Anglais envoient les chars pour imposer le Wafd. Mais après, il y a un tournant, et il devient le roi adipeux, qui joue, qui a des maîtresses, je ne sais pas quoi. Et on dit que c'est l'aveuglement, la myopie. Il y en a qui comparent ça avec, c'est pas du tout le même échelle, hein, avec l'aveuglement des élites iraniennes de l'époque du Shah, c'est-à-dire face aux enjeux de société, le refus de réforme, le refus qui fait que quand les officiers libres ont pris le pouvoir, les blocages des élites, parce qu'au départ ils étaient ils étaient très bien disposés avec les anciennes élites, sauf au niveau politique. Évidemment, ils voulaient pas retourner dans les casernes, mais pour la réforme agraire, c'était modéré. Mais comme il y a eu un peu des blocages, investissements, etc., ils ont de plus en plus tourné la vis. Les Américains, je vous rappelle, ont poussé les Égyptiens dans les bras des Soviétiques. Il faut être honnête, hein, c'est-à-dire puisqu'ils ont refusé de financer. À l'époque, je vous rappelle qu'on est dans l'époque, parce qu'il ne faut pas les anachronismes, où le FMI considère que l'État doit jouer un rôle important dans l'économie du développement d'un pays. C'est le contraire du libéralisme d'aujourd'hui. Et donc, quand les Égyptiens se tournent vers les Américains, et à tel point que quand ils ont pris le pouvoir, les officiers ont prévenu l'ambassade américaine,
Et l'ambassadeur américain appelait les officiers libres « my boys ». D'accord, c'était faux, parce que Nasser, c'était pas du tout ni une marionnette des soviétiques, ni une marionnette des Américains. Il était indépendant, il était structuré. Donc, on dit que ce contre-coup... Alors, il y a peut-être aussi 56 aussi qui va hypothéquer ça, mais tout ce monde cosmopolite a creusé sa propre tombe. Et quand vous discutez maintenant avec des gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, parce qu'évidemment, je vous dis un exemple, il y avait une citation dans les campagnes, je ne veux pas faire pleurer, mais il suffit de lire quelques romans égyptiens, maladie des yeux, grande pauvreté, rapports sociaux ultra brutaux et autoritaires, le fouet, le machin, je ne sais pas quoi, et quand les gens parlaient de dispensaires, de machin, etc., vous étiez traité d'agents rouges ou je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que les blocs, c'est pour ça que l'excellence libérale, c'est vrai que c'est formidable pour la vie culturelle, la vie sociale, etc., mais c'est faire abstraction c'est impressionnant comment des gens fins, raffinés, cultivés, qui ont fait leurs études en France, je ne sais pas quoi, peuvent ensuite... en Égypte, on appelle ça irta'aya, c'est-à-dire le féodalisme. Ce n'est pas du féodalisme au sens Moyen-Âge. Ah oui, il y a plein de pays. Je pense que l'Amérique latine, il y a eu ça. Voilà. Mais ce côté vraiment... Alors, si vous dites ça aujourd'hui, on va vous traiter de agent des frères musulmans. Parce qu'après, le débat devient très vite identitaire et passionnel. Mais je pense qu'il y a la même chose avec le latifundiarisme d'Amérique latine, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que des élites qui sont... le monsieur peut avoir un piano dans son palais en Haute-Égypte, et puis vous parlez de ses serviteurs comme de serviteurs, les khaddamines, je ne sais pas quoi, et c'est resté dans les vieilles élites, d'accord ? Et ça, quand les officiers libres, qui étaient plutôt classe moyenne, parce qu'ils se sont présentés comme des fils de paysans, c'est faux, c'était plutôt la classe moyenne. Nasser, son père, il n'était pas postier, il était cadre ou employé supérieur de direction de la poste, et petit propriétaire foncier. Mais ça a été, et c'est pour ça que vous avez raison, en contre-coup, ça a éradiqué ce monde cosmopolite, pardon. Voilà, enfin je crois, mais je ne sais pas si j'ai été clair. L'Amérique latine pose, dans les années 30, une question qui fait un peu un lien avec ma question, c'était que dans les années 30, on assiste en Amérique latine à des mouvements extrêmement xénophobes. Au Brésil, c'est envers les Allemands. En Argentine, c'est envers des mouvements antisémites, mais également envers les nouveaux arrivants, des Polonais, des Ukrainiens, des Russes. Et c'est tout à fait intéressant comment la montée des populismes qui arrivent dans les années 30-40 permet justement, à tort et à travers, c'est pas là la question, de dépasser cette question de xénophobie autour de la question du nationalisme, et d'une certaine manière, on assiste à un phénomène vraiment d'intégration et la disparition de la langue des immigrés occidentaux qui, noyés dans le populisme, je pense à Perón en Argentine, etc., perdent complètement leur spécificité et ne gardent qu'un rapport très distancié finalement au pays d'origine, qu'on soit immigré syrien en Argentine, au Chili, etc. Et c'était ça ma question en fait, c'était que voilà, j'imagine qu'il y a eu des logiques de résistance, vu que vous avez présenté une société en tension d'une certaine manière. Oui, c'est ça ma question. Disons qu'il y a des formes de xénophobie qui vont se cristalliser, disons, de plus en plus fort dans les années 30, d'accord ? En plus, ce qui va aussi... c'est-à-dire que, pour un exemple, un vieux, pour moi vieux c'est positif, donc un ancien me racontait qu'il était juif égyptien, arabophone, et on le traite de sioniste, d'accord ? Et lui, il est anti-sioniste, il appartient à la Ligue israélite de lutte contre le sionisme, je ne sais pas quoi, qui avait été créée. Mais comme il y a une fermeture identitaire en égyptien, on pourrait dire, il y a un truc qui s'appelle Qawmageya, c'est comme un nationalisme fermé. Et le nationalisme ouvert, libéral, pluriel, patriote local, parce qu'il y a un grand intellectuel qu'on appelait le professeur de la génération, qui est Ahmed Lotfi Sayed, il a un texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'être égyptien ?» C'est « Quiconque habitera en Égypte sera égyptien ». Et ça, c'est son projet. Sauf que c'est un projet qui ne s'est pas enraciné. Et il y a eu une logique en arabe, on dit entre le wafid,
l'importé et le maorus, l'hérité, c'est-à-dire l'authenticité. Et c'est un débat, à mon avis, pourri, parce que ça ferme automatiquement. Et dès que vous avez... alors, prenez un exemple, moi, petite blague, quand on me fait un compliment, on me dit que je parle comme un Arménien. Parce que je fais des fautes, évidemment. Donc, parler l'arabe comme un Arménien, parce qu'il n'y a pas de masculin, de féminin, je ne sais pas quoi. Et il y a cette histoire alors moi, je m'en fous, je suis français, mais quand je vivais là-bas, il y a cette histoire de fermeture, de clôture identitaire. Et avec le nationalisme arabe, qui est venu tardivement, parce que ça a renforcé ça. Et c'est vrai que l'identité s'est aussi confessionnalisée. Donc, tout ce qui était non arabo-musulman se retrouve dans une situation compliquée. Et on voit bien pour la question des Coptes. Alors, c'est compliqué d'en parler pour moi, parce que moi, je suis un sale français. Donc, si j'ouvre la question Copte, on va me traiter d'agent de Cromer et du colonialisme. Non, mais je parle de là-bas, je ne parle pas ici. Et c'est une question qui est réelle. C'est-à-dire que la question des minorités, comme les puissances coloniales ont instrumentalisé les minorités, ça pose un vrai problème. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est une vision fermée, égypto-arabo-normée, on va dire, c'est vrai que tout ce qui est différent se retrouve en situation compliquée. Et je vous dis, 56, c'est avec la France, parce que, prenez un exemple dans le ressenti des gens. Beaucoup de gens mentent, mais comme on dit en arabe ou en anglais, par un mensonge blanc. Il dit, moi j'ai été viré en 56 parce que j'étais ceci. Et en fait, ils ont été virés parce qu'ils étaient cela. Je veux dire quoi? C'est qu'en 56, si vous avez un passeport français, vous êtes viré. D'accord? Tous ceux qui avaient le régime capitulaire français, donc beaucoup de juifs égyptiens, se retrouvent virés. Donc est-ce qu'ils ont été virés parce qu'ils étaient français, juifs ou les deux? Souvent c'est les deux. Mais l'administration est devenue très dure. Un exemple très simple, quelqu'un que je connaissais bien, heureusement que son arrière-arrière-grand-père avait loué un magasin en 1810 et qu'il a pu prouver ça pour prouver qu'il était égyptien, alors qu'il s'appelait Youssef Moussa Darwish. Donc dans le genre égyptien, on ne fait pas mieux comme nom, mais il était karaïte, encore plus égyptien que d'autres qui seraient d'origine turque, ottomane, je ne sais pas quoi, etc. Et donc la fermeture s'est faite comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des histoires. Alors prenez un exemple, ça se retrouve dans la langue. Quand vous dites Khawaga à quelqu'un, on peut dire Khawaga à un copte ou Khawaga à un artisan. Donc il y a des histoires de différenciation. Et c'est vrai que ça a changé. Et ça, à mon avis, c'est terminé. Au niveau, c'est une page d'histoire. Peut-être que malheureusement, la France est en train de vivre ça en termes de fermeture identitaire, puisqu'on va encore demander à des gens qui sont là depuis 3 à 5 générations de dire « Ah ben t'es d'où ?» alors que... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, ça c'est encore un autre débat. Mais, ou des gens qui sont genre français bien avant les Niçois ou les Savoyards, et à qui on leur demande, comme ils viennent d'un autre continent, de dire qu'ils sont de doute. Mais c'est vrai que l'identité, il y a eu une transformation, quoi. C'est la question de qu'est-ce qu'être égyptien finalement. Revues, qu'est-ce qui était publié comme type de texte? Est-ce qu'il y avait des... Alors ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais alors, comme c'est des revues un peu différentes, il y avait beaucoup de textes sur la situation de la société, sur les questions de la culture, de la littérature, de la poésie. Il y avait des traductions, beaucoup de traductions. Alors, la littérature russe fascine, Gorky, tous les auteurs, etc. Les auteurs français, on prend des choses de la revue Europe, on reprend des choses des lettres françaises. Que des revues communistes. Alors, ça, c'est pour El Magat El Gedida, ou etc. Mais on peut prendre des choses de la revue Monde, alors c'est crypto, machin, et puis on va prendre des choses des plus grandes revues, on va traduire. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses, de débats sur la culture. Alors, dans certaines revues, il y a la langue qui pose une question, parce qu'il y a certaines, notamment le penseur Salama Moussa, il était très on va dire, il était très pro-dialecte. Et il y a la question du dialecte et du classique en arabe, d'accord, la langue populaire. On était avec quelqu'un que connaît, Mourad, on était chez un vieux psychanalyste égyptien qui habite à Paris, la Moustapha Safwan. Il y a 2 jours, il nous disait la langue vulgaire, le dialecte. Et pourquoi elles ont été qualifiées de revues surréalistes alors? C'est là, les références que tu donnes, c'est des références communes. Alors, les communistes et les surréalistes. Alors là, j'ai exagéré parce que c'est surtout El Fagr El Gedid et l'autre revue qui ont traduit, mais c'est parce que
Etataur, c'est lancé par Art et Liberté. Le Don Quichotte, c'est lancé par Art et Liberté. C'est quoi les dates? Alors, il y a décembre 1939, janvier 1940, et en 1942-43, la revue Nouvelle est reprise par Ramses Yunan, qui est connu comme étant surréaliste, trotskisant, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens, voyant ça, disent revue surréaliste. Après, quand on regarde à l'intérieur, je pense que c'est des revues, on dirait aujourd'hui, de gauche plurielle. Je ne sais peut-être pas si c'est une bonne idée, parce que vous avez des gens de courants différents. Pardon ? La gauche arc-en-ciel. On va dire, c'est parce qu'il y a différentes sensibilités. Et prenez un exemple, il y a même des auteurs qui sont plutôt des auteurs patriotes, pas de gauche, qui ont accès à cette revue-là. D'accord ? Des grandes figures, des romanciers, des poètes, etc. Alors après, il faudrait revenir sur chaque revue particulière. Et il y avait des illustrations ? Il y avait un peu d'illustration. Ça dépend. Dans Etataur, il n'y en avait pas. Dans Efagili, il y avait toujours quelques caricatures. Et c'était des artistes égyptiens ? Oui. Non, je suis désolée. Elle est terminée ? Tu peux la voir ailleurs. Elle tourne. Et sinon, je répète ce qu'a déjà dit Didier, mais les archives de l'artiste Ramses Yunan sont maintenant conservées à Kandinsky. Donc ça rend beaucoup de choses disponibles. Depuis quand ? Ça fait 1 an. C'est ce qui a donné lieu à l'expo, en fait ? C'est suite à... Il y a eu un don ou un truc ? Non, ça y participe, c'était pas que ça, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je me soucie du temps aussi, il est déjà 5h30. Ce matin, il y a eu l'intervention de ce matin sur ce qu'on dit être Amérique latine. Et c'est vrai que là, les termes qui sont venus, ça concernait des pays tels que l'Argentine. Et je voulais juste savoir comment vous connectez en fait l'intervention de ce matin avec ce que vous appeliez en fait les contemporanéistes, c'est-à-dire en gros un mouvement imprégné de recherche formelle d'un point de vue littéraire, qui semble être pointé du doigt par les nationalismes, hein, c'est ce que vous dites, et donc il y a une jeune génération qui est pris dans cet étau un peu entre une volonté d'être inventeur de formes et en même temps porté par un projet politique. Vous avez laissé entendre que... Et est-ce qu'il y aurait, du point de vue de ce qu'on appelle une spécificité, parce que bon, il y a toujours ce truc, la relation Octavio Paz Garcia Marquez, et est-ce qu'il y aurait une spécificité mexicaine quant à la question de l'invention formelle en littérature, et surtout aussi, comme on disait ce matin, la question échec des indépendances, mais le Mexique, on ne peut pas dire qu'il est dans la même temporalité du point de vue de son indépendance, puisqu'il s'est retrouvé quand même en conflit longtemps ensuite avec les États-Unis, et je me demandais si quand on dit indépendance et Amérique latine, est-ce que le Mexique rentre dans cette catégorie ? C'est une question que je peux te poser aussi. Voilà, est-ce que le Mexique rentre dans cette catégorie quand tu disais ce matin l'échec des indépendances ? Voilà, est-ce que le Mexique rentre dans cette catégorie quand tu parles d'Amérique latine ? Voilà, c'était une question qui va un peu vers les deux, c'est-à-dire est-ce que c'est séparé, le Mexique ? Est-ce qu'il y a une spécificité mexicaine ? Et aussi... quid aujourd'hui de cette question de la singularité mexicaine ? Et parce que le Mexique apparaît toujours comme un pays qui a un très fort rapport à l'autonomie. Il est face à un empire, face à un État très spécifique que sont les États-Unis d'Amérique. Et j'ai souvenir que, par exemple, l'université mexicaine en 1968 a été vraiment très, très impliquée dans la lutte et les manifestations. Voilà. Et je me disais, on vous écoute tout à l'heure, je me dis, tiens, c'est différent de ce que j'entendais ce matin. On n'est plus du côté d'enjeux politiques, on est pris dans une ambiguïté qui était invention formelle et identité. Quoi comme identité ? Oui, effectivement, les contemporaneos, donc en 1932, ils ont été attaqués par les nationalistes, comme je vous le disais.
qui leur reprochaient, c'est ça, leur manque de prise sur le réel. En fait, la jeune génération, même dans les revues dont j'ai parlé, la Barandal, Taller Poético, la plupart des jeunes auteurs sont communistes. Hein. Par exemple, Efraín Huerta, donc, sur qui j'ai travaillé pour mon doctorat, dès qu'il a 20 ans, il écrit dans ses lettres « Je suis communiste », etc. Même si ça ne se reflète pas forcément dans toutes ses œuvres, mais il y a vraiment un détachement par rapport aux contemporaneos. D'ailleurs, ils vont être vivement critiqués par ces jeunes gens après Taller Poético. Efraín Huerta va les critiquer très fortement, très violemment, et peut-être aussi injustement, mais c'était une manière de s'en détacher, pour pouvoir affirmer en fait ses opinions politiques. Après, votre question de la spécificité mexicaine, là je laisserai peut-être un historien me répondre à ma place. Votre question, c'était par rapport à la littérature. C'est-à-dire que vous parliez d'Octavio Paz non, c'est parce qu'il y avait entre Amaoto ce matin ce qui a été dit sur l'Amérique latine et les revues et ce dont vous parliez, il me semblait qu'il y avait c'était deux sujets différents en fait. Même si on parle il me semblait qu'on était dans des appréhensions du moment politique et poétique presque, je ne vais pas dire opposés, mais c'était un autre son, voilà. C'était un autre son, mais ce son politique-là existait aussi au Mexique, à travers d'autres revues que je ne mentionne pas. Mais si, évidemment. C'est très prégnant aussi. Là. Oui. C'est juste parce que ce sont ces revues sur lesquelles j'ai travaillé, moi. Après, et je me suis intéressée à la notion d'héritage, mais j'aurais pu parler, effectivement... comment apparaissent certaines idées politiques en filigrane dans ces revues. Ce n'était pas forcément mon intérêt ici. Mais les contemporaneos, clairement, rejettent toute insertion politique. Voilà, ils sont enfermés on les a accusés d'être enfermés dans leur tour d'ivoire. Hein, après... Spécificité mexicaine, oui et non, dans le sens où, en 1910, lorsque le Mexique fête son centenaire, Porfirio Díaz, dictateur depuis quarantaine d'années, décide d'organiser des événements absolument festifs, fait des grands travaux d'embellissement de Mexico en voulant copier Paris, lui étant lui-même francophile. Et l'une des raisons de la révolution mexicaine, c'est le ras-le-bol de la population face à la corruption. Finalement, reconstruire Mexico sur le modèle du 16e arrondissement de Paris, alors que les gens crèvent de faim. C'est à peu près ça. Est-ce que le Mexique est spécifique ? Oui, dans le sens où il a toujours été, et je crois qu'il le sera toujours, un moteur de la construction d'une culture latino-américaine pour tous. D'ailleurs, c'est tout à fait original. En 1927, le Congrès mexicain vote la citoyenneté latino-américaine et invente juridiquement le statut de citoyenneté latino-américaine, que tout latino-américain pouvait avoir le droit à la citoyenneté latino-américaine et de surcroît mexicaine. Et la spécificité, elle est dans le fait que le Mexique est une terre d'accueil de réfugiés politiques, qui est passé par le Mexique, du Che Guevara passant par les frères Castro. Le Mexique a une tradition d'accueil et d'ouverture qui vient depuis l'époque de la Révolution mexicaine, puisqu'on a inventé et traduit une révolution mexicaine en quelque chose de latino-américain. Et c'est vrai que le Mexique est une terre de rencontres, de métissage. Il n'y a qu'à voir les programmes d'accueil qu'il y a, par exemple, envers les immigrés haïtiens, par exemple, qui sont toujours mis de côté lorsqu'on parle de l'Amérique latine, notamment leurs voisins de la République dominicaine. Non, au Mexique, il y a une vraie forme de solidarité qui est cet héritage, et aussi la fragilité qu'il y a d'être à côté des États-Unis. Il n'y a qu'à voir l'actualité politique.
Tout à l'heure, Didier me mentionnait les revues faites en Amérique latine, mais par des Arabes, faites en arabe, fin 19e, début du 20e, en Amérique latine. Apparemment, oui. Peut-être une piste à explorer pour la prochaine journée d'études qui sera sur avant 1914. Florence, est-ce qu'on te passe le micro pour la conclusion? C'est ce qui était prévu. Alors, on accueille Florence. Il me revient donc de dire quand même quelques mots de conclusion sur cette journée. Conclusion peut-être un peu longue, mais alors d'abord en premier lieu remercier tous nos participants, nos modérateurs, alors dire que c'est véritablement un des objectifs de ce projet que de réussir à fédérer une communauté de chercheurs sur la question des revues culturelles et de l'émergence d'une pensée critique à travers le monde. Alors, une communauté qu'on veut fédérer qui se veut internationale. Aujourd'hui, nos intervenants viennent plutôt d'universités et de centres de recherche français, mais évidemment, ils tissent bien des réseaux et des liens avec d'autres territoires. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de réunir aussi des chercheurs français aujourd'hui pour montrer qu'une dynamique de recherche existe et qu'on tient à la soutenir. Et en ça, je fais écho à ce que Zaya disait ce matin sur le rôle de nos institutions en France, la nécessité d'une pensée critique dans nos institutions. Et peut-être que ce genre d'événement va pouvoir inspirer des étudiants à commencer à aborder ces questions. Alors j'aimerais rappeler quand même qu'à l'occasion de nos autres journées d'études, nous accueillerons aussi des spécialistes internationaux. Pour notre journée inaugurale du 14 novembre, pour ceux qui n'avaient pas pu y assister, nous avions eu le plaisir de recevoir Kinza Sefraoui, qui est journaliste culturel et critique littéraire à Casablanca. On avait Ali Akay de l'université Mimar Sinan à Istanbul, Nadia Ali de l'université catholique de Louvain. Et nous entendrons le 26 avril, par exemple, Kmar Bendana, si tout va bien, de l'université de la Manouba, qui est spécialiste de l'histoire des revues tunisiennes, ou le 13 juin, Jacqueline Emery de l'université de New York à Old Westbury, dont l'intérêt porte sur les revues amérindiennes du XIXe siècle. Également, j'aimerais rappeler que notre projet de recensement des périodiques culturels prend particulièrement sens dans la mesure où il s'appuie sur l'expertise de chercheurs internationaux qui graduellement viennent grossir le rang de nos collaborateurs, qui nous orientent dans nos choix, nous font prendre conscience de ressources insoupçonnées, par exemple des campagnes de numérisation entreprises par des institutions ou des collectifs locaux, et nous présentent des archives dont ils ont parfois la charge. Pour vous donner un simple exemple, donc des dynamiques que suscite notre projet et dont nous sommes très heureux, hier encore, Jacqueline Estran, qui est maître de conférence à Lyon 3, a attiré mon attention sur les archives de l'Institut franco-chinois. C'est dommage, Estelle n'est plus là. Mais donc les anciennes archives de l'Institut franco-chinois qui sont en dépôt à la Bibliothèque municipale de Lyon et dont l'Université de Lyon 3 est propriétaire. Et donc elle me proposait une collaboration à partir de ce fonds. Voilà, j'avais envie de remettre en premier lieu l'accent sur cette dimension vraiment collaborative du travail que nous entreprenons. Et bien sûr, on invite tous les chercheurs qui traitent la question du périodique culturel hors d'Occident, qui souhaitent nous apporter leur expertise, à prendre contact avec nous. Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement notre journée d'études, simplement quelques éléments de réflexion. La période de l'entre-deux-guerres, je pense qu'on l'a bien compris, particulièrement propice à l'épanouissement des revues dans la mesure où elle est animée, peut-être, par l'idée de souffle. Alors j'entends souffle de deux manières. D'abord comme une reprise de souffle, une respiration, même si elle peut être brève, puisque la majorité des territoires continuent d'être soumis à des contextes autoritaires ou de répression, mais faisant suite à l'achèvement d'un conflit qui a débordé les strictes frontières européennes. C'est donc un moment où l'on réfléchit aux causes profondes des événements qui viennent de se produire, ou comme Daniel Iglesias l'a montré en Amérique latine par exemple, on constate que le modèle européen est en crise. Mais souffle également dans un sens plus actif, plus turbulent, un souffle qui balaie les conventions de pensée dominantes et marque la nécessité d'une affirmation, d'une révolte, une urgence à s'émanciper, à engager un travail ou à le prolonger, à le perpétuer. Car si la Première Guerre mondiale ne touche pas tous les pays de manière directe, elle contribue à l'internationalisation d'exercices critiques, une forte circulation des idées, des pratiques anticoloniales, enfin des mouvements collectifs, transnationaux,
qui articule les spécificités culturelles. Je pense que les intervenants d'aujourd'hui, on sera d'accord, l'ont bien montré, les dialogues ont été fructueux. Des questionnements assez semblables se posent à différentes échelles et chez différentes communautés intellectuelles. Et l'on s'intéresse d'une communauté à l'autre aux combats menés, aux solutions proposées. Ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant dans cette histoire des revues à l'échelle mondiale, c'est que si dans certains contextes, certaines des publications, la question de l'émancipation est évidente, alors on a bien sûr des revues coup d'éclat, des revues dissidentes qui ne laissent aucun doute quant à leur affiliation, à leurs revendications politiques et sociales, donc celles qui sont interdites par exemple. Dans d'autres cas, les choses peuvent se jouer parfois plus finement, pour ne pas dire imperceptiblement. Nos intervenants ont montré que des stratégies différentes étaient adoptées par les collectifs fondateurs de revues, que des réseaux se croisaient parfois, puis s'éloignaient les uns des autres, pouvaient d'ailleurs finir par se révéler en désaccord. Mais la relation problématique à l'autre peut aussi s'établir en creux. Par exemple, par la capacité à aménager des espaces de parole au sein de matrices officielles, parfois propagandistes, par la volonté d'introduire des éléments de subversion là où ils n'ont pas forcément leur place. Car quand on entend dresser une généalogie des revues, il faut aussi repérer ces moments-là, évaluer leur rôle dans l'histoire intellectuelle et artistique. Comment les brûlots naissent-ils? Quelles en ont été les prémices? Quels lieux les ont précédés, ont été les vecteurs de mobilisation d'individus et d'idées? Alors j'avais invité Robert Furlong, spécialiste des revues mauriciennes, à être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, pour des questions d'emploi du temps, il n'a pas pu venir. Mais il m'avait transmis un état des lieux de l'évolution des revues mauriciennes dans l'entre-deux-guerres. Pourrait tout de même parmi nous de manière indirecte. Et certains éléments m'avaient interpellé dans son tour d'horizon. Il y évoquait la revue L'Essor à l'île Maurice, en rappelant son rôle pédagogique, celui qui consistait, je cite, à créer de l'émulation et développer le goût littéraire parmi les Mauriciens et les Mauriciennes de tous âges. Et il expliquait que cette publication devenait une institution de production culturelle, dans, là je le cite aussi, sa capacité à mobiliser des énergies et à donner des raisons d'écrire, même si elle n'a pas su ou pu avoir une fonction d'innovation dans le champ culturel ou artistique. Et je trouve qu'on touche là à quelque chose d'intéressant. Alors, on est dans le cas d'une revue qui est plutôt francophile, qui ne défend pas encore l'idée d'une mauricianité, donc d'une distinction culturelle, mais cependant qui va l'aider à s'exprimer ensuite en littérature. C'est donc un jalon généalogique important, car la parole critique n'émerge pas de nulle part, il faut lui donner les moyens de se déployer. J'aimerais vous donner un autre exemple pour vous montrer un peu quel est le travail qui est en cours, celui de la revue Martinique, un peu plus tardive, 1944-46, que nous avons découverte avec ma collègue Aline Piguin pendant nos plongées dans les fonds périodiques de la médiathèque du musée du Quai Branly, avec la collaboration de leur responsable Pierre-Yves Fils. Donc c'est une revue qui s'ouvre dans sa première livraison sur une lettre du gouverneur de la Martinique, donc on pourrait s'empresser de la classer comme coloniale. Pourtant, au fil des numéros, au milieu d'articles plus normés, quelques éclats apparaissent. On a un texte dont l'auteur est martiniquais qui en réfère à Aimé Césaire, qui cite un extrait du poème donc Perdition, « Nous frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées ». Dans un autre numéro, un texte sur l'art local réfléchit au chaos induit par la colonisation et livre l'horreur de l'esclavage. Et là, tout d'un coup, par la présence de ces quelques textes, la portée de la revue change complètement. De la même façon, quand j'ai rencontré François Guimau, qui m'a présenté les fonds périodiques vietnamiens de l'Institut d'Asie orientale de l'ENS Lyon, il m'a fait remarquer que c'était au sein d'une parution proprement coloniale, Indochine, donc une revue de propagande qui est publiée au Vietnam par le régime de Vichy, qu'allait s'illustrer les principaux intellectuels du mouvement Viet Minh de libération. On voit ainsi comment le terrain éditorial a été occupé par des forces dissidentes en attente. C'est-à-dire que la force critique de certains périodiques ne se donne pas de suite, elle n'est pas toujours évidente. Et c'est là aussi qu'est notre rôle et celui plus encore des chercheurs qui nous aiguillent, montrer que sous les apparences, il se passe des choses qui sont tout sauf anodines, qu'il y a la volonté d'habiter le terrain intellectuel. Et tout d'un coup, ça parle, ça réfléchit, ça infléchit, les choses bougent, et un vent de révolte souffle, une brèche s'ouvre. Et quand je dis une brèche, je peux m'empêcher de penser au titre de la revue surréaliste La Brèche, titre que j'ai toujours très bien trouvé, car la revue, en définitive, ne mène-t-elle pas avant tout une politique de la brèche ? C'est-à-dire qu'on y est toujours sur la brèche, on est en combat permanent, en activité soutenue, on y bat des idées en brèche, on assène des coups, et parfois aussi on meurt sur la brèche, au plus fort de son activité éditoriale, en ayant néanmoins ménagé une ouverture pour et sur l'avenir. Voilà, c'était tout pour ma conclusion.